Guyana est l'un des pays les moins connus du continent américain. Nous les Français, on le confond souvent avec les deux autres Guyanes. Déjà avec le Suriname, ex-Guyane hollandaise, et ensuite avec la Guyane, département français d'outre-mer. Et même si techniquement elle fait partie de l'Amérique du Sud, d'un point de vue colonial et linguistique, elle se rapproche plus des Caraïbes anglophones. Et oui, le Guyana est le seul pays d'Amérique du Sud où l'on parle anglais. Ce qui le caractérise, c'est aussi sa grande pauvreté. Le pays est tellement pauvre qu'on trouve aujourd'hui plus de Guyaniens à l'étranger qu'au Guyana. Ceux qui restent perpétuent généralement les mêmes activités que leurs grands-parents, culture du riz, coupe du bois ou travail dans les mines d'or. Le seul domaine dans lequel le Guyana a des chiffres élevés, c'est sa mortalité materno-infantile. Sur tout le continent américain, seul Haïti a un taux plus élevé. Il y a 5 ans, son revenu par habitant était de 8100 $ par an, soit moins de la moitié de la moyenne sud-américaine. Le taux de chômage était autour de 15% contre 7% dans l'ensemble de la région. Et l'espérance de vie était de seulement 69 ans contre 75 ans pour ses voisins. Mais aujourd'hui, la situation pourrait complètement changer. Le Guyana en passe de devenir l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole. En 2015, un consortium dirigé par le géant états-unien ExxonMobil découvre du pétrole dans les eaux guyaniennes. Depuis, ExxonMobil et ses partenaires, la société US Hess Corporation et l'entreprise publique China National Offshore Oil Corporation, ont découvert plus de 30 gisements dans tout le pays. Ils déclarent avoir trouvé pour l'instant l'équivalent de 11 milliards de barils de pétrole de réserve. Et l'exploration continue. On estime que d'ici 2030, le Guyana produira 1 million de barils par jour. Les estimations les plus optimistes vont même jusqu'à 1 500 000 barils par jour entre 2030 et 2035. Ça ferait du Guyana le premier producteur mondial de pétrole par habitant. Certains le voient comme le nouveau Koweït, l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud pourrait devenir l'un des plus riches. Mais on le sait, le pétrole a tendance à corrompre les gouvernements les plus fragiles et n'ayons pas peur de le dire, les institutions guyaniennes sont loin d'être solides. Les pétrodollars vont-ils stimuler le développement économique du Guyana et sortir des milliers de personnes de la pauvreté? Ou seront-ils gaspillés et volés comme ça a été le cas dans d'autres régions? On revient sur l'histoire du pays. Un pays divisé. Le Guyana est colonisé d'abord par les Hollandais au début du XVIIe siècle avant de devenir une colonie britannique en 1815. À l'époque, ce qui fait tourner la région, c'est pas le pétrole, mais le sucre. Les colons font venir des milliers d'esclaves africains pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Et aujourd'hui, leurs descendants afro-guyanais représentent un tiers de la population du pays. En 1838, l'Empire britannique met définitivement fin à l'esclavage dans tous ses territoires. Il se tourne alors vers une autre de ses colonies, l'Inde, pour sa main-d'œuvre abondante et bon marché. À l'époque, la main-d'œuvre peu qualifiée venant majoritairement d'Inde, mais aussi d'autres pays asiatiques, sont appelés les coolies. Ils ont des contrats de 8 ans minimum qui couvrent frais de transport et salaire. À la fin de leur contrat, les travailleurs peuvent rentrer chez eux ou chercher un autre emploi. De 1838 à 1917, l'année où l'Inde abolit l'embauche de coolies, plus de 200 000 migrants indiens ont débarqué au Guyana. Pendant des décennies, le travail des coolies contribue en grande partie à la prospérité des plantations de canne à sucre. Aujourd'hui, le pays compte moins de 800 000 habitants. Les Indo-Guyanais qui descendent de ces coolies représentent plus de 40% de la population et forment le groupe ethnique majoritaire du pays. Aujourd'hui, ils sont toujours une population rurale et paysanne. Chedi Jagan, qui dirigeait le pays au milieu du XXe siècle, est à l'origine du mouvement d'indépendance du Guyana. À ce stade, les Britanniques n'opposent pas de résistance. Mais Jagan, qu'on considère comme le père du Guyana moderne, est socialiste et tiers-mondiste, ce qui est problématique pour les États-Unis dans ce contexte de guerre froide. Aujourd'hui, le nom officiel du pays est encore la République coopérative du Guyana. Washington offre alors son soutien à Forbes Burnham, le leader des Afro-Guyanais. Et c'est un désastre. De graves conflits raciaux éclatent entre les Afro et les Indo-Guyanais. Les émeutes de 64 font 170 morts et de nombreux dégâts matériels. Chaque ethnie se regroupe par zones, ce qui alimente une profonde division sociale. Et malgré ça, l'autorité coloniale britannique permet à Burnham d'accéder à la présidence lors de l'indépendance du Guyana en 66. Les Afro-Guyanais dirigent le pays pendant 30 ans, mais ça ne se passe pas vraiment comme prévu. En tout cas pour l'Occident. Le Guyana devient un mini-Cuba. Burnham nationalise les principales industries du pays. L'État contrôle alors 75% de la production nationale. Les élections sont truquées et il est presque impossible de trouver des produits de première nécessité comme du fromage ou de la farine.
Les politiques autarciques de Burnham laissent place à un pays endetté à la croissance très lente. Ruiné, le Guyana demande l'aide du FMI et n'entame une transition démocratique qu'après la mort de Burnham. Les premières élections libres ont lieu en 92, c'est le retour de Cheddi Jagan à la tête du pays. Depuis, la politique guyanienne est divisée sur un critère racial entre les partis indo-guyanais et afro-guyanais. Les électeurs sont plus préoccupés par les problématiques identitaires que par les questions de gouvernance, ce qui aggrave le conflit racial. Les afro-guyanais, qui prédominent dans plusieurs villes dont Georgetown, la capitale, ne voient pas venir la victoire du parti indo-guyanais, plus présent au milieu rural. Cette majorité numérique garantit la victoire des indo-guyanais pendant 2 décennies. Des émeutes éclatent à chaque élection et le niveau de vie s'améliore pas vraiment. Pendant 23 ans, stagnation économique, corruption, népotisme, hausse du crime organisé et trafic de drogue définissent la politique du gouvernement indo-guyanais. On passe d'un pays communiste à une démocratie sociale défectueuse, ce qui n'est pas vraiment un progrès. Une fois de plus, le Guyana est en tête des pires classements. Guyana, maladie mentale, sorcellerie et taux de suicide les plus élevés au monde. 2015 est une année clé pour le Guyana, pour 2 raisons. D'abord, elle est marquée par un changement politique. Les Afro-Guyanais reviennent au pouvoir in extremis à 4500 voix près. Ils l'emportent grâce à une alliance avec un parti multiracial qui souhaite réunir les Guyaniens. C'est aussi en 2015 qu'on découvre pour la première fois du pétrole dans les eaux guyaniennes. S'en suivent bien d'autres découvertes qui font du Guyana l'un des futurs fleurons de l'industrie pétrolière mondiale. C'est au Guyana que l'on découvre le plus de gisements de pétrole depuis 2015. Sur cette période, 32% du pétrole conventionnel découvert dans le monde est découvert au Guyana. Évidemment, pour des pays comme le Canada ou la Norvège, le pétrole est devenu un moteur de croissance. Mais pour des pays plus fragiles comme le Guyana, ça peut être plus difficile. Son voisin vénézuélien, où le pétrole finance un régime corrompu qui appauvrit la population, peut en témoigner. Alors quel avenir pour le Guyana ? La malédiction des ressources naturelles. Le nouveau gouvernement de David Granger, élu en 2015, est chargé de négocier le partage des bénéfices entre le Guyana et la compagnie pétrolière ExxonMobil. La polémique éclate instantanément. L'ONG Global Witness accuse le gouvernement de Granger d'avoir mal négocié avec le consortium qui comptait exploiter plusieurs puits dans le bloc Stabroek. Selon l'ONG, le Guyana risquait de perdre jusqu'à 55 milliards de dollars de revenus potentiels dans sa négociation avec ExxonMobil. Mais pour plusieurs analystes, ces calculs manquent de précision et tout ce qu'accomplit ce rapport, c'est mettre à mal le gouvernement de Granger. D'ailleurs, selon Rystad Energy, une autre société de conseil, la participation du Guyana à hauteur de 60% est alignée par rapport à d'autres accords du même type. Le risque de se faire arnaquer est une chose. Le syndrome hollandais, lui, en est une autre. Le nom du syndrome hollandais vient d'un événement qui s'est déroulé aux Pays-Bas lors de la découverte de gisements de gaz dans les années 70. Au moment de la vente sur les marchés internationaux, les entreprises reçoivent des dollars US mais doivent payer impôts et salaires en monnaie locale. La hausse de la demande génère une augmentation de la valeur monétaire qui, si elle est trop soudaine, peut impacter d'autres entreprises ou industries impliquées dans l'exportation. En plus, l'injection de liquidités dans un circuit local peut entraîner une forte hausse des prix. C'est exactement ce qui pourrait arriver si l'argent issu du pétrole venait à se déverser soudainement dans une économie guyanienne déjà en difficulté. Pour éviter ça, Granger a créé le Natural Resources Fund, un fonds souverain dont le compte est géré à la Réserve fédérale de New York. Et la loi précise que tout l'argent issu du pétrole au Guyana devrait être versé dans ce fonds. En plus, pour préserver cette richesse pour les générations futures, la législation guyanienne impose des conditions très restrictives, mettant les fonds à disposition du gouvernement au fil du temps. Évidemment, avoir autant d'argent, c'est tentant, mais Granger préfère rester prudent plutôt que de s'endetter en comptant sur les futurs revenus pétroliers. On regarde ça. Il décide de fermer les plantations de canne à sucre déficitaires au lieu de sauver Guaysuco, la société publique de production de sucre. C'est l'une de ses actions les plus controversées qui provoque une grande agitation chez les Indo-Guyanais qui perdent 7000 emplois. Une motion de censure est alors lancée contre Granger, mais retournement de situation, Charandas Perso, un député de l'alliance avec les Afro-Guyanais, change son vote et fait tomber le gouvernement. Il s'enfuit au Canada dès que la motion de censure est votée et étrangement, Charandas Perso, nommé haut commissaire du Guyana en Inde. Il a fallu 5 mois au gouvernement de Granger pour reconnaître le résultat des élections de 2020 et céder la présidence à l'Indo-Guyanais Irfan Ali. Alors même si elle s'est manifestée de manière différente, Granger n'a pas échappé à la malédiction des ressources naturelles.
Évidemment, la découverte de ressources naturelles suscite toujours l'intérêt des pays voisins. Pendant des années, la recherche de gisements a été bloquée par les revendications territoriales du Suriname, jusqu'en 2007 où un arbitrage international attribue la majeure partie de la zone contestée au Guyana. Et dernièrement, le pays fait face à une nouvelle menace. Desde siempre, la Guayana Esequiba fue territorio de Venezuela. Y Venezuela sufrió un despojo imperial, colonial. Estos son deudas de los viejos colonialismos, de los viejos imperialismos, del viejo y vetusto y ya extinto imperio británico. Y ese territorio es nuestro. Es de los venezolanos y venezolanas y lo vamos a reconquistar. La découverte de pétrole a ravivé les revendications du Venezuela sur le Guyana Essequibo, le territoire à l'ouest du fleuve Essequibo qui représente les 2/3 du Guyana actuel. En 1889, le Venezuela avait accepté la frontière actuelle fixée à l'époque par arbitrage. Mais Hugo Chavez puis son dauphin Nicolás Maduro l'a ensuite rejeté à partir du moment où le pétrole du Guyana semblait plus abondant et de meilleure qualité que celui du Venezuela. Pour l'heure, le Guyana a renvoyé l'affaire devant le tribunal de La Haye qui devrait en principe lui donner raison, comme ça avait été le cas avec le Suriname. Le verdict est attendu courant 2023, mais on compte déjà plusieurs incidents frontaliers entre la marine vénézuélienne et des navires travaillant dans les eaux guyaniennes. Dans ce conflit territorial et de contrôle de ressources naturelles, le Guyana a bien sûr fait en sorte de rallier à sa cause ExxonMobil et la société d'État chinoise. Tout indique que le Guyana devrait s'enrichir grâce au pétrole. Mais qu'est-ce qu'il va faire de tout cet argent? Et de combien on parle exactement? Un géant. Il paraît que les réserves de pétrole découvertes sont si importantes qu'elles devraient rapporter au Guyana près de 160 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années. Ce sera sans aucun doute un virage à 180 degrés pour ce pays dont plus de 40% de la population vit avec moins de 5,50 $ par jour. Et la route est pas si longue. Rien qu'en 2022, les revenus du gouvernement provenant de l'exploitation des hydrocarbures ont dépassé le milliard de dollars. Ça représente environ 1250 $ par habitant, soit près de 90% des revenus habituels de l'État au cours des années précédentes, c'est-à-dire sans les revenus issus de la rente pétrolière. Le Guyana pourrait enfin atteindre ses objectifs et devenir un pays riche et moderne. Un de ses projets phares, c'est la construction d'une centrale hydroélectrique qui pourrait fournir une énergie propre et stable à tout le pays. Ce projet, nommé Amaila Falls, est un vieux rêve pour le Guyana. Le pays avait déjà trouvé l'emplacement idéal en 1976 et prévu sa construction depuis 1997. Mais jusque-là, ni les investisseurs, ni les 840 millions de dollars nécessaires à la construction du projet n'étaient au rendez-vous. En théorie, aujourd'hui, le Guyana serait en mesure de le financer et son économie et sa croissance pourraient créer une demande énergétique suffisante pour que l'opération soit rentable. Mais curieusement, la société chinoise chargée du projet s'en est récemment retirée. Ça retarde la mise en service à au moins 2027. Un coup dur pour le Guyana, mais le président Ali n'abandonne pas le projet. The independent review by Norway has pointed to this project as being good for Guyana, being good for the environment and bringing greater prosperity. So this project will get on the way. Bizarre qu'il soit pas lancé tout de suite ou repris par l'entreprise publique d'électricité. Mais ça peut être une question de prudence budgétaire. Quoi qu'il en soit, un gazoduc de 227 km et une centrale à cycle combiné au gaz naturel sont déjà en construction à proximité de Georgetown. ExxonMobil s'en charge elle-même, soustrayant les coûts de construction à la part du gâteau guyanienne. Et comme toujours quand les Indo-Guyanais gouvernent, les dépenses explosent. Depuis son arrivée au pouvoir en août 2020, le gouvernement d'Irfan Ali a, à plusieurs reprises, injecté du capital dans la société publique de sucre Guaysuco qui a du mal à payer les salaires. Il veut même rouvrir des usines déficitaires pour créer de l'emploi pour les Indo-Guyaniens. Au cours des 2 dernières années, les aides publiques accordées à Guaysuco se sont élevées à 30 milliards de dollars guyaniens, soit près de 140 millions de dollars. Évidemment, c'est rien comparé aux revenus attendus de l'exploitation pétrolière. Quoi qu'il en soit, le Guyana devrait énormément changer ces prochaines années. Construction de routes, de ports, d'hôpitaux, d'écoles et d'autres infrastructures critiques. Le Guyana est devenu l'économie à la croissance la plus rapide au monde. 44% en 2020 et 20% en 2021. En 2022, le gouvernement avait annoncé une croissance de 48%. Et même si on retire le pétrole de l'équation, la croissance est de presque 8%. La situation s'améliore à tous les niveaux.
Le gouvernement s'associe à Mount Sinai Hess Corp pour transformer les soins de santé en Guyane. Hess Corporation, l'une des 3 compagnies pétrolières au Guyana, est l'un des principaux donateurs du très prestigieux Mount Sinai Hospital de New York qui s'est fortement impliqué dans la modernisation du système de santé guyanien. Le consortium a aussi un effet moteur sur l'industrie guyanienne. Il pourrait avoir encore plus d'impact, mais le manque d'industrie lourde rend l'accès à certaines zones encore difficile pour les entreprises locales. Ça pourrait changer. Les fournisseurs guyaniens profitent des 140 millions de dollars de dépenses d'ExxonMobil. 540 millions de dollars peuvent sembler peu compte tenu des dépenses totales d'ExxonMobil sur le projet, mais c'est pas mal si on compare ce montant au PIB du Guyana qui était de 6,5 milliards de dollars en 2021. En plus, le succès d'ExxonMobil au Guyana aide le pays à négocier des conditions plus avantageuses avec de futurs investisseurs parce qu'aujourd'hui, plus personne ne doute du potentiel des champs pétroliers guyaniens. Mais sa capacité à attirer des investissements dépendra aussi de l'état de sécurité juridique, ce qui nécessite une stabilité politique. Maintenant, à toi, quel avenir pour le Guyana? Que vont-ils faire avec tout cet argent issu de la rente pétrolière? Donne-nous tes prédictions en commentaire. Et comme d'hab, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à Diplo si c'est pas déjà fait, et surtout, fais-la tourner à tes proches et à tes potes. Ciao, merci et à la prochaine.